Bonjour, je suis Mathieu Moi, vous commencez à me connaître d'ailleurs, ça fait un petit moment que j'aurais dû enregistrer cette vidéo et que j'ai pas trouvé le temps de le faire avec la fin des vacances et la rentrée. Mais me voici. Donc aujourd'hui on va parler de cas d'utilisation, d'expression de besoin, en gros comment est-ce que, non pas comment est-ce qu'on fait un logiciel, mais comment est-ce qu'on le spécifie, comment est-ce qu'on fait l'étude des besoins en amont. Et là-dessus je vais largement réutiliser les slides d'Aurélien Tabar, qui eux-mêmes étaient basés sur ceux d'Yannick Prié, mais on a dit que la réutilisation c'était pas forcément plus mal. Alors, un cours sur l'analyse des besoins, ça commence un peu toujours par la même BD. Vous avez ici ce que le client a expliqué à l'utilisateur. Ça, c'est ce que le chef de projet en a compris. Ça, c'est ce que les analystes en ont. C'est comment les analystes ont conçu le truc. Ça, c'est comment les programmeurs l'ont écrit. Après, ça, c'est comment ça a été vendu au client du point de vue du business consultant. Ça, c'est la documentation. Ça, c'est comment ça a été installé effectivement. Ça, c'est ce qu'on a facturé au consommateur final. Le support, il ressemble à ça. Et puis, bon, alors évidemment, c'est une blague, hein, mais ensuite, la dernière et la chute de cette petite blagounette, c'est de quoi est-ce que le client il avait vraiment besoin. Le client, il a expliqué un truc qui était un peu bizarre et ça a été fait ensuite de façon assez imaginative, hein. Mais en réalité, peut-être que le client il avait besoin d'un truc beaucoup plus simple que ça, et que finalement, si on lui avait fait ça, on lui aurait facturé ça, il n'y aurait même pas eu besoin de doc et ça se serait passé très bien. Donc voilà, évidemment, la situation elle est assez caricaturale sur cette petite blagounette, mais malheureusement, elle n'est pas si éloignée que ça de ce qui se passe vraiment dans la vraie vie quand on essaie de discuter avec un client, et en particulier quand on ne le fait pas bien. Euh, Décision technique. Qui est-ce qui doit prendre la décision de quel serveur on va utiliser, par exemple? Est-ce que ça fait partie de la spécification d'un système que ce système il doit utiliser Oracle, ou il doit utiliser MySQL, ou il doit utiliser Postgres? Là, je vais faire un petit détour par une bande dessinée, donc normalement vous devriez voir ma combine. Super bande dessinée qui est très agréable à lire, même si on n'est pas particulièrement informaticien. Euh, et c'est une BD en fait qui raconte l'histoire d'une start-up montée par trois personnes, et puis sur les trois, il se trouve qu'il y en a deux qui sont bien copains, et puis il y en a un troisième qui s'est un peu fait avoir dans l'histoire. Et donc là, on a un exemple illustré évidemment, hein, aussi, c'est pas forcément pile de la vraie vie, mais c'est quand même, c'est basé sur du vécu, tout ça. Et donc on a Monsieur Luc qui est en discussion dans une convention, il discute avec d'autres marketeurs, c'est les dîners mondains où on se sert du champagne, etc. Ah oui, bah parfait, machin, et je n'en ferai rien et tout ça. Et puis là, on a quelqu'un qui est en train d'essayer de vendre son produit discrètement pendant qu'il discute avec un co-startupper qui a cofondé son entreprise. Ah, je t'ai déjà parlé de notre nouveau super serveur 2000, etc. Ah non, non, bah génial, machin. Et puis du coup, le bonhomme, il rentre de son dîner mondain. Le gars ici, il connaît rien en technique, mais il a été convaincu par un petit discours qui lui a dit ce serveur-là, c'est le truc le mieux, c'est le truc le plus à la mode, etc. Et puis là, on a l'informaticien qui a son t-shirt de geek, etc. Henri, il faut absolument que tu enlèves Bullet Server que tu remplaces par Super Server 2000. Bah non, c'est de la merde. Fais ce que je te dis, c'est les meilleurs. Moi j'ai discuté avec eux. Bah non, c'est pas les meilleurs. Ouais, moi aussi j'ai un diplôme d'ingénieur et puis de toute façon c'est moi le chef donc je peux pas y tu obéis. Et donc évidemment le techos avec son t-shirt de geek, ça lui donne pas forcément envie de rester dans la boîte, quoi. Derrière la blague, qu'est-ce qu'on a? On a le fait que, effectivement, les chefs d'entreprise, les chefs de projet, etc., sont souvent à discuter avec plein de gens et sont souvent à être exposés à des arguments un peu marketing. Mais finalement, le développeur qui code dans sa cave avec son t-shirt de geek, en général, il a les moyens techniques de comprendre ce qu'il fait et de savoir quel est le meilleur produit pour lui. Et du coup, sur la décision, qu'est-ce qui est spécification externe du produit et qu'est-ce qui est un choix technique, ça peut être plutôt une bonne idée de laisser les choix techniques aux développeurs, puisque en général, c'est eux qui ont les compétences pour le faire. Voilà, et puis encore une fois, hein, lisez comme convenu, c'est une super BD. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour éviter ce genre de choses? On a des décisions qui sont des décisions visibles depuis l'utilisateur, il y a des décisions qui sont des décisions techniques, et puis il y a la réalisation à proprement parler. On va faire ce petit schéma, on a la réalisation ici, ça c'est plutôt les développeurs. On a l'utilisateur final, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un truc qui répond à son besoin. Et en général, si l'utilisateur final, on s'amuse à le faire discuter directement, oups, non, c'est pas ça que je voulais faire. Si l'utilisateur final doit discuter directement avec les gens qui s'occupent de la réalisation, souvent le gap est un peu trop grand. Si on met trop d'étapes entre les deux, en général, le nombre d'étapes fait qu'on filtre tellement qu'on se retrouve dans cette situation-là, hein, où entre le besoin initial et puis ce qui est réalisé au final,
il s'est passé trop de choses et du coup c'est pas ce que l'utilisateur voulait. Mais en général on a quand même au moins un intermédiaire ici qu'on va appeler maîtrise d'ouvrage et qui va s'occuper de faire le recueil des besoins d'un côté et puis qui va transmettre des spécifications externes aux développeurs qui vont s'occuper de faire la réalisation. Évidemment, c'est une bonne idée que ces flèches-là, elles aillent dans les deux sens, c'est-à-dire que de la réalisation, on a envie de pouvoir renvoyer du feedback à l'utilisateur final, ça peut passer par la maîtrise d'ouvrage, ou éventuellement on peut avoir des canaux plus directs que ça, mais si le développeur, quand il code quelque chose, il se rend compte que ce qu'on lui a demandé n'est pas raisonnable, c'est important qu'il puisse faire du feedback. Voilà, donc ce que je voulais illustrer avec ce petit schéma très simple, hein, c'est juste que c'est important de séparer les responsabilités. Il y a des spécifications externes, il y a une interface utilisateur qui est comment j'expose ces interfaces externes, et puis il y a les choix techniques en dessous. Donc spécifications externes, si on prend l'exemple de Thomus, par exemple, Thomus c'est un outil de gestion des notes qu'on a commencé déjà à utiliser pas mal ensemble. Je peux avoir comme spécification externe, un enseignant doit pouvoir saisir ses notes, un étudiant doit pouvoir voir ses notes, et ça c'est vraiment du niveau du besoin, l'enseignant a envie de pouvoir faire ça, mais on ne dit pas forcément comment. Ensuite dans l'interface utilisateur, on peut dire un petit peu plus clairement, l'enseignant dispose d'une table éditable dans son navigateur web, ça ressemble à un tableur, il a une ligne par étudiant, une colonne par note, et du coup il va pouvoir remplir comme ça. Et là on commence à spécifier un peu plus précisément les choses et à dire exactement ce qui se passe. Et je pourrais aller un peu plus loin et puis dire dans chaque case, quand l'utilisateur appuie sur une touche de son clavier, ça affiche le caractère, etc. Et là je suis en train de surspécifier parce que là je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes dans mes specs. Si je fais des spécifications comme ça, l'aspect de Thomus, ça va être une encyclopédie et personne ne s'occupera de la lire. Voilà, et puis ensuite évidemment il y a les choix techniques, et donc ce que j'expliquais avec le slide précédent, c'est que les choix techniques c'est quelque chose qu'il faut bien séparer des spécifications. Inversement, si c'est le développeur ici qui s'occupe de faire les specs, il y a un travers assez classique, c'est « Ah, je vais faire comme ça parce que ça va être facile ». Et en fait, logique, hein, le développeur il a envie de faire des trucs faciles, et donc il va aller au plus vite pour lui, éventuellement en oubliant le besoin client, et en se disant « Je préfère faire un truc facile qui répond pas aux besoins plutôt que l'inverse ». Voilà, donc dans ce cours, on va parler de spécifications externes, donc on est là-dessus. On n'est pas du tout dans l'interface utilisateur et encore moins dans les choix techniques. Et en gros, ce qu'on va chercher à faire, c'est comment donner des outils à cette maîtrise d'ouvrage ici. Donc l'objectif de ce cours, c'est de vous donner un panorama d'outils pour analyser, pour spécifier les besoins. On va voir plein de trucs, hein, des personnages, des storyboards, etc. Et puis on va insister en particulier sur ce machin-là, les cas d'utilisation. Et puis on en verra une variante un peu plus allégée qui est très en vogue aujourd'hui avec les méthodes agiles, qui s'appelle les user stories, qui est en gros un cas d'utilisation en version nettement simplifiée. On va parler de cas d'utilisation avec des diagrammes UML pour en parler un petit peu de façon standard, et puis on verra de manière un peu précise une représentation possible textuelle, qui est la version à Alistair Coburn, qui est quelqu'un qui fait référence dans le domaine. Voilà, donc il y a plein de méthodes pour le recueil des besoins, on va en voir qu'une toute petite partie ici. Hein. Donc déjà, ce qui est important quand on fait un recueil des besoins, c'est d'essayer de se mettre à la place de l'utilisateur. Et donc se mettre à la place de l'utilisateur, ça peut se faire de plein de façons, et une façon de se forcer à le faire, c'est de faire ce qu'on appelle des personas, c'est-à-dire un personnage qui est complètement imaginaire, mais on imagine une personnalité de quelqu'un avec un boulot, avec une vie privée, avec etc., un caractère, et on décrit cette personne comme si on allait écrire un roman sur la personne, même si la personne est complètement imaginaire. Alors là, on a même poussé un petit peu plus loin, hein, sur celui-là, c'est un personnage où on a carrément mis une photo pour vraiment personnaliser le concept, et on va se dire, cette personne-là, comment est-ce qu'elle va utiliser mon logiciel? Je reprends l'exemple de Thomus. Thomus, qui c'est les utilisateurs de Thomus? C'est la SCOL, c'est les étudiants, c'est les enseignants. Je peux dire ça, je peux m'arrêter là. Mais en fait, les étudiants, il y a les étudiants de STAPS, il y a les étudiants d'info, il y a les étudiants de maths qui n'auront pas forcément les mêmes besoins. Il y a des gens, s'ils n'ont pas Thomus sur leur smartphone, ils sont malheureux. Il y a des gens, ils n'ont pas de smartphone, donc Thomus sur leur smartphone, ça les intéresse pas plus que ça. Côté enseignant, pareil, si on regarde comment est-ce que nous, informaticiens, on utilise Thomus et comment est-ce que d'autres gens dans d'autres disciplines utilisent Thomus, ça n'a rien à voir. Et pourtant, il faut avoir un outil qui soit pensé pour l'ensemble de tous ces gens-là. Donc nous, des fois, on dit « Ah, ce serait bien d'avoir ça, ça et ça dans Thomus ». Et puis pour nous, informaticiens, ce serait super, mais pour les autres, ils ne comprendraient rien parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ce genre d'outils. Et inversement, il y a des fonctionnalités qui sont rajoutées pour d'autres gens et qui, à nous, informaticiens, ne nous parlent pas forcément.
Donc voilà, là vous avez plusieurs petits exemples, c'est pas la peine de lire dans les détails, hein, mais c'est juste pour vous dire, on peut aller relativement loin dans la description d'une personne, et ensuite on va se dire à chaque fois qu'on code un truc, on va se demander comment est-ce que Tina elle va utiliser ce truc-là, comment est-ce que Brett il va l'utiliser, comment est-ce que Robbie il va l'utiliser, comment est-ce que Brad va l'utiliser, et éventuellement une fois qu'on leur a donné des noms, du coup on peut dire Brad il fait comme ceci, etc. Voilà, dans les autres outils, il y a le storyboard, hein, tout simplement on va s'inventer une petite histoire, on va écrire une BD de comment est-ce que les utilisateurs ils peuvent utiliser notre logiciel. Et donc on va faire première case, il se passe un truc, et puis après il se passe un truc, et machin fait ça, et machin fait ça, etc. Et oui, je fais mon malin avec ma nouvelle tablette que mon employeur m'a payée cet été. Voilà, et donc là l'idée c'est vraiment de scénariser les choses, de représenter, de pas penser à comment est-ce que ça va être codé, etc. Là on n'est pas du tout dans le je vais faire comme ça parce que ça va bien se coder avec un design pattern bidule. On se met dans la peau de l'utilisateur et on raconte une histoire. Et puis dans le même genre, donc le Customer User Journey, où on va voir un peu les choses dans le temps, comment est-ce que ça se passe. Donc là, c'est quelqu'un qui a un problème avec son provider internet, par exemple. Et ben, va y avoir plusieurs moments. Il y a un moment important, c'est le moment où la personne va acheter, où ensuite la personne va se faire installer le truc. Mais en fait, selon le moment, au début, on enquête un peu, après on compare. Après seulement on va acheter, et le site web du provider internet par exemple, ce sera le même site web, mais ce sera pas le même genre de choses qu'on va vouloir, selon si on est dans cette phase-là, si on est dans cette phase-là, ou si on est dans cette phase-là. Et donc, scénariser tout ça, encore une fois, c'est un moyen de se dire, quand je fais une fonctionnalité de mon site web, à qui je suis en train de parler, et même là, je suis en train de parler à Sarah, qui cherche son provider internet, selon si je lui parle au moment où elle compare ou au moment où elle achète, c'est pas les mêmes genres de choses que je vais voir, et en fait, en termes d'émotion, par exemple, c'est pas la même chose. Donc, en termes d'interface utilisateur, il y a des choses qu'il va falloir faire différemment selon les moments de cet achat. Voilà, un petit avertissement aussi sur les petites erreurs des fois à pas faire. C'est assez tentant de dire je vais spécifier par des caractéristiques. Et puis c'est un truc que souvent les chefs aiment bien faire. Donc exemple, ah tiens, j'ai pas remis à jour l'année, on est en 2020 maintenant, plus en 2019. Je veux faire un système de visioconférence. Encore plus à la mode en 2020, mais on en avait déjà avant. On va dire le système professionnel super cher, le truc qui coûte 10 kg minimum. Évidemment, si on veut le vendre aux clients, s'il n'y a pas une interface tactile, quand même, c'est pas, voilà, quoi. Évidemment, on a envie d'avoir une petite tablette tactile avec de la couleur, parce que quand même, la couleur, c'est quand même beau, et pareil, on est en 2020, on va mettre de la couleur avec des petits effets d'ombre. À la limite, les effets d'ombre, ça fait peut-être très 2015, ça fait peut-être moins 2020. Et donc, on va faire un système comme ça, par exemple. Ça, c'est un vrai screenshot pris d'un vrai système de visioconférence. Et ces systèmes de visioconférence, faut savoir un truc, c'est que pour appeler un autre système de visioconférence qui a le même système, on tape son adresse IP. Donc c'est sympa, ils ont pensé à mettre un pavé numérique pour pouvoir taper les chiffres de l'adresse IP. Par contre, si vous appuyez sur cette petite touche-là, sur la quasi-totalité des systèmes que je connais, ça fait pas un point. Et dans une adresse IP, les points, il y en a quand même un certain nombre. Donc dans la majorité des systèmes de visio que je connais, et je parle encore une fois de systèmes qui coûtent 10 fois le prix de votre ordinateur, pour taper une adresse IP, il faut sortir le manuel, et dans le manuel, on vous explique, hop, tapez l'adresse IP, et il faut garder appuyé la petite touche étoile pour pouvoir faire le point qui est utilisé dans les adresses IP. Donc évidemment, ça c'est moi qui spécule, c'est pas moi qui l'ai faite cette spec, mais je suppose que quelque part, il y a quelqu'un qui a fait une spec qui ressemble à ça. Et moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est que le même chef, il fasse une spec par use case et qu'il dise le use case principal de ce bidule, quasiment la seule chose qu'on va vouloir faire avec ce machin, que ce soit le truc tactile, la télécommande ou n'importe quoi, c'est de rentrer une adresse IP, et à ce moment-là, ça devient absolument évident que dans les caractères dont on a besoin, oui, il y a le point, mais l'étoile, ça sert à rien pour taper une adresse IP. Donc s'il vous plaît, mettez-moi le point par défaut et pas l'étoile sur ce bidule-là. Voilà, donc si jamais un jour vous concevez un système de visioconférence, pensez à moi et faites un truc qui sait taper les adresses IP comme il faut, mais si jamais vous devez concevoir n'importe quoi d'autre, avant de vous dire j'ai envie d'un truc en couleur tactile, etc., réfléchissez, ça va servir à quoi.
En parlant de ça va servir à quoi, une autre façon de spécifier, c'est les récits utilisateurs, user story. Donc une user story, la définition, c'est une phrase qui dit « En tant que blablabla, je veux blablabla afin de blablabla ». Et on va se poser du coup 3 questions quand on écrit une user story. On va se poser la question, c'est qui l'utilisateur? Je veux faire un truc sur Thomus, en tant qu'enseignant, je veux saisir mes notes pour que l'étudiant puisse les voir. Bah évidemment, ça va pas être la même chose si je suis du côté enseignant ou si je suis du côté étudiant. Donc il faut déjà que je me pose la question, surtout si je suis dans un système d'information avec plein de types d'utilisateurs différents, c'est qui mes utilisateurs? Je veux, évidemment, ça c'est ce que je vais faire, hein, et c'est vraiment l'objet de la story. Et si je m'étais pas forcé à écrire en tant que je veux afin de, j'aurais peut-être réfléchi que au but que j'ai ici. Et je me force aussi à écrire toujours afin de blablabla pour avoir une raison. Ça peut être tentant de se dire moi mon interface de saisie de notes, il faut absolument qu'il y ait tel ou tel truc, et puis après on se pose la question mais finalement à quoi ça sert? Et de temps en temps il y a des fonctionnalités qu'on a envie de faire juste parce que c'est le classique, on a toujours fait comme ça et je vois pas pourquoi ça changerait. Et puis quand on se pose la question, on n'a pas forcément de bonne façon de rédiger cette petite afin de blablabla. Le afin de blablabla, il est là aussi pour éviter la petite discussion de tout à l'heure. Ah, mais tu devrais jeter ton serveur machin et installer Super Server 2000. Pourquoi? Si on est capable de répondre à la question je veux utiliser tel serveur afin de quelque chose, bah peut-être que, enfin, si on se force à se poser la question, on évitera peut-être les écueils du style juste parce que c'est à la mode. Et évidemment, par contre, Super Server machin bidule, ça n'est pas une user story en soi, puisque c'est un choix technique interne. On n'a pas encore parlé de méthode agile. Moi j'ai déjà enregistré ma vidéo, vous l'avez peut-être regardé, mais on n'en a pas encore parlé en cours si vous les avez regardés dans l'ordre. Mais dans les méthodes agiles, un principe, ça va être, enfin un principe dans pas mal de méthodes agiles, ça va être de prendre les stories une par une, et puis de les coder, et puis de pas forcément réfléchir très loin à toutes les stories qu'on va faire dans le futur. Mais donc la user story, c'est vraiment l'unité du truc à faire. On va gérer notre to-do list avec des user stories. On va avoir une user story qui est initialement pas démarrée, puis qui après va être en cours, puis qui après va être terminée. Et donc en particulier, la méthode agile, certainement la plus populaire aujourd'hui, c'est Scrum, et la user story est un truc central dans Scrum. Il y a plein de bibliographies là-dessus, vous pouvez aller chercher User Story Applied par exemple par Mike Kuhn, qui est un des fondateurs du mouvement d'agilité. Voilà, bah, je ne déroge pas à mon habitude de parler sur un slide alors qu'en fait c'était écrit sur le suivant, hein, donc si je suis en Scrum par exemple, bah, les user stories je vais les écrire sur des post-it, et donc je vais avoir un tas de post-it quelque part qui sont la liste de mes trucs à faire, je vais les accrocher au mur dans une colonne liste des choses à faire, ça va ressembler à ça, hein, hop, hop, à faire, en cours, fait. Et puis je vais avoir un post-it ici, avec ma story. Et puis ma story, elle va se balader là-dedans. Hop. Même plus précisément, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des tâches techniques ici qui vont correspondre à une story. Et c'est les tâches techniques qui vont se balader de à faire vers en cours, puis fait. L'intérêt de faire ça sur des post-it, un post-it c'est une unité d'information, c'est un truc qui est relativement petit, et quand on écrit sur un post-it, si ça tient pas, ça veut dire que c'était plus qu'une story, et qu'on avait envie de la couper en morceaux par exemple. Ou bien, pour les gens qui n'aiment pas les post-it, une user story, ça peut tout à fait être un bug dans un bug tracker ou un truc comme ça. Par exemple, les issues dans GitLab, on peut s'en servir pour faire des stories si on a envie. Et donc les stories, on les écrit, c'est une phrase relativement courte, et donc ça c'est fait par la personne qui s'occupe de l'interface avec le client, donc la maîtrise d'ouvrage, ou ce qu'on appelle product owner dans la méthodologie Scrum. Elle est écrite dans un premier temps, ensuite elle est discutée, améliorée, raffinée, etc. Éventuellement elle est négociée, puisqu'on va dire combien de temps on va prendre une story, et donc ça c'est quelque chose qui se négocie. Le product owner il a envie que ce soit faisable en 5 minutes, et puis les développeurs ils disent non ça il nous faut une semaine pour le faire. On discute, on se met d'accord sur le fait que ça devrait être faisable en 3 jours par exemple, et à ce moment-là c'est un engagement de la part de l'équipe. L'équipe elle dit ok c'est faisable en 3 jours, dans 3 jours ce sera fait. Et le PO, par contre, il dit d'accord, c'est faisable dans 3 jours, je vous embête pas pendant 3 jours.
Éventuellement, au fur et à mesure qu'on raffine, on peut faire une phrase un petit peu plus longue. Il y a un moment où on va la planifier, on va dire ok, ça on a dit qu'il fallait le faire, et ben, on le dit maintenant qu'on va le faire cette semaine ou qu'on va le faire ce mois-ci. Ensuite elle est codée, testée et déployée, et puis à ce moment-là elle est faite et on n'en parle plus. Et puis juste un point de vocabulaire, donc l'ensemble des stories qu'il va falloir faire dans le futur, c'est ce qu'on appelle le backlog. Voilà, et donc mon petit tableau de post-it que j'ai commencé à vous dessiner tout à l'heure, puis vous en reverrez ensuite dans le cours suivant, hein, l'idée c'est que on va avoir nos stories ici, et puis des choses, donc typiquement ça va être to do, à faire, ça c'est les choses en cours, ça peut être les choses terminées, mais on peut tout à fait avoir d'autres dispositions. Ce qui est important là-dessus, c'est simplement les stories, c'est pas fait pour être enterré quelque part dans un endroit où on n'ira pas les regarder. Et donc le fait de les accrocher sur un tableau, en fait on les accroche au mur, donc on les a sous les yeux en permanence. Et donc l'idée, ah mais ça je me souvenais plus qu'il fallait le faire, tu l'as sous les yeux en permanence. Et donc, on prend l'habitude que si un truc n'est plus pertinent, il faut l'enlever du tableau. Mais par contre, tout ce qui est sur le tableau, on l'a sous les yeux, c'est là pour nous rappeler en permanence qu'on a ça à faire. Les caractéristiques d'une bonne user story. On parle des fois des critères INVEST, un ensemble, une petite checklist de bonnes pratiques sur une story. Les stories, elles doivent être indépendantes. C'est pas forcément facile à faire. Moi, en tant que, on va dire, architecte logiciel, j'aime bien dire en termes de dépendance, il faut faire plutôt ça avant ça, parce que sinon ça va pas être pratique. Mais dans un monde idéal en tout cas, et souvent on y arrive, et c'est un des objectifs qu'on se donne en faisant des stories, elles sont indépendantes, et donc par exemple, je reprends mon exemple de Thomus, un enseignant doit pouvoir saisir ses notes, un étudiant doit pouvoir visualiser ses notes, vous allez me dire il y a une dépendance, si l'enseignant ne peut pas rentrer ses notes, l'étudiant ça sert à rien qu'il les consulte, n'empêche que je peux tout à fait décider que finalement, ce qui m'intéresse, c'est dans un premier temps de travailler sur l'interface côté étudiant. Du coup, je vais injecter des données bidons dans mon application. Donc, dans un premier temps, l'application elle ne sera pas utilisable par l'utilisateur final. Mais je peux tout à fait développer ma story. L'utilisateur doit pouvoir regarder ses notes avant d'avoir fait l'interface de saisie. Et inversement, l'interface de saisie, si j'ai pas de l'autre côté une interface pour visualiser ou pour exporter, finalement, on l'a faite, mais elle ne servait pas à grand chose non plus. Et donc le fait, si on arrive à faire des stories qui sont toutes indépendantes les unes des autres, on a un truc fabuleux, c'est qu'il suffit pour savoir quelle est la prochaine story qu'on va faire, il suffit de regarder c'est quoi le plus important. Et donc ça c'est pas le travail du développeur, ça va être le travail du product owner, celui qui s'occupe des specs clients, qui discute avec le client, et ou éventuellement même le client lui-même, et le product owner il peut dire le plus important pour moi maintenant c'est ça. Et donc c'est ça qu'on va faire ensuite. Une story elle doit être négociable. Voilà. Si elle est bien écrite, elle est relativement vague au début, et puis ensuite on va pouvoir jouer sur plusieurs paramètres. Donc classiquement, le product owner, lui, il a envie que les choses aillent vite parce qu'il a envie de vendre ses trucs au client. Le client, il veut avoir un truc pour avant-hier ou après-demain. Comment je fais si les développeurs me disent non, ça c'est pas possible, ça nous on a calculé qu'il nous fallait 15 jours pour faire ça, on peut pas le faire pour après-demain. On peut jouer sur la qualité. Ça, en général, c'est pas une bonne idée. On y reviendra sur le côté agilité. Quand on commence à transiger sur la qualité, en général, c'est le début de la fin, ça va mal se passer pour la suite. Donc la qualité, il y a pas mal de gens qui disent juste c'est pas une variable d'ajustement, point barre. Par contre, on peut jouer sur le périmètre. Alors on avait dit les enseignants peuvent rentrer machin, alors finalement ce sera peut-être pas tous les enseignants, ça va être juste le super utilisateur qui est capable de rentrer ses notes dans un premier temps, et il n'y a pas de gestion des droits par exemple. Voilà, on a réduit le périmètre, et du coup c'est plus facile à faire. Ou bien ça peut être carrément on coupe la story en deux. On aurait pu dire on veut un système de gestion des notes, alors ça c'est pas vraiment une story, mais en tout cas une fois qu'on l'a coupé en morceaux, une interface de consultation, une interface machin, on a des choses qui sont plus petites, et donc tout ça pour dire, la story c'est une base de négociation, on commence par faire quelque chose d'assez flou, et puis on va fixer les choses petit à petit. Elle doit être valorisable, la réalisation d'une user story doit rendre un service à l'utilisateur, et si on a écrit le afin de dans notre slide d'avant, là, hop, si on s'est forcé à l'écrire, la story elle est forcément valorisable. Elle doit être estimable, si on est suffisamment précis, un bon développeur expérimenté, il est capable de dire ça, il va me falloir à peu près tant de temps pour le faire. Alors je vous ai parlé de jours, en général on va pas chiffrer en jours, on va chiffrer en story point, on y reviendra aussi. Je suis désolé, je fais plein de références en avant, mais
un petit peu de suspense, voilà, j'ai le droit dans mon cours. Une story, elle doit être suffisamment petite, donc elle doit être faisable en un sprint. Donc le sprint, ça va être une façon de découper le temps, et c'est typiquement entre une semaine et un mois. Si une story elle prend 2 mois, ça veut dire que c'est pas une story. Alors des fois on appelle ça une épique, une espèce de méta-story avec plein de trucs dedans. Euh, et une épique, c'est pas une story, c'est plusieurs stories. On va la découper en plusieurs morceaux, et chaque morceau rentrera dans un sprint. Et puis ça doit être testable, au sens où je dois être capable, ou soit le développeur, soit le client final doit être capable de dire cette story elle est faite ou elle n'est pas faite. Donc on a une définition de qu'est-ce que ça veut dire que la story elle est faite. Et en général, cette définition, on essaie de faire en sorte qu'elle soit binaire, soit c'est fait, soit c'est pas fait, mais la notion de truc qui est fait à 95%, c'est une pente très glissante et on évite. Quand vous avez l'impression d'avoir fait un truc à 95%, en général, c'est que vous êtes à moins de la moitié. Et donc, le principe, j'ai vachement avancé, si, mais j'y suis presque. Non, soit c'est fait, soit c'est pas fait. Et donc, si on sait fixer des critères précis sur qu'est-ce que ça veut dire d'être fait ou d'être pas fait, du coup, on est capable de dire là c'est bon. Et du coup, ce testable ici, il est à mettre en face de estimable. C'est-à-dire que quand on estime que ça c'est faisable en 3 jours ou en 3 story points, si on estime avec des story points, ça veut dire qu'au bout de 3 jours, je peux prendre ma checklist de qu'est-ce que ça veut dire d'être fini ici, et je peux vérifier que chaque point est terminé. On va maintenant passer à la partie sur les cas d'utilisation. Donc les cas d'utilisation, ça va ressembler au user story qu'on vient de voir juste avant, hein. Sauf que là, on va avoir un formalisme qui est un petit peu plus touffu, un peu plus développé, qui permet de spécifier les choses plus précisément. Ça ne veut pas forcément dire que c'est mieux, c'est juste une autre façon. La façon la plus en vogue ces temps-ci, c'est quand même plutôt les user stories, mais je pense que c'est intéressant de voir aussi d'autres façons de spécifier. Donc un cas d'utilisation, c'est une technique pour capturer les exigences fonctionnelles d'un système. Donc fonctionnel, c'est-à-dire la fonctionnalité vue de l'extérieur. On va déterminer quelles sont les limites du système, ce qu'il devra faire, quel service il va devoir rendre, et puis évidemment tout ce qui est à l'extérieur du système, en général c'est l'utilisateur. On va parler plutôt d'acteurs dans la suite. Donc pour faire tout ça, il faut déterminer évidemment quels sont les acteurs qui interagissent avec le système, donc les différents rôles. Je reprends mon exemple de Thomus parce que je l'aime bien. Les différents acteurs qui interagissent avec Thomus, c'est la SCOL, c'est les étudiants, c'est nous enseignants, etc. Les différentes catégories d'utilisation, et puis on va décrire par exemple textuellement les interactions possibles, et c'est ça qu'on appellera des scénarios. Donc un acteur, c'est un truc qui est à l'extérieur du système. Alors on va le dessiner comme ça, avec un petit bonhomme à la UML. Faut se dire que c'est pas ça veut pas dire forcément que ce petit bonhomme c'est un être humain. Dans les acteurs qui vont interagir avec Thomus, par exemple, il va y avoir ADE et Apogée. ADE, c'est le système qui s'occupe des emplois du temps. Apogée, c'est le système qui s'occupe des notes. Et de temps en temps, Apogée va demander des trucs à Thomus, ça va être plutôt l'inverse, mais les deux vont interagir. Quand on est en train de spécifier Thomus, tout ce qui est à l'extérieur, c'est un acteur, et donc un acteur, ça peut être une autre machine. Un acteur, il joue un rôle par rapport au système, il peut déclencher quelque chose qui va entraîner une réaction du système, il a le gros bouton rouge, il appuie dessus, bam, ça déclenche un comportement, ou bien l'acteur peut être sollicité par le système au cours d'un scénario, c'est-à-dire que le système avance et puis va poser une question à l'utilisateur qui va lui répondre, ou des choses comme ça. Donc l'acteur, on va décrire ce qu'il fait, et en général on peut le faire précisément en quelques lignes, et on va distinguer plusieurs catégories d'acteurs. On a les acteurs principaux, c'est ceux qui sont vraiment intéressés par le scénario, puis des acteurs secondaires, c'est ceux qui vont intervenir à un moment dans un scénario, mais qui ne sont pas les principaux intéressés. Alors petit exemple, mais j'ai déjà pas mal répondu, quels sont les acteurs qui interagissent avec Thomus? Je vous laisse réfléchir un petit peu, mettre pause si vous n'êtes pas sûr. Voilà, donc parmi les acteurs, il y a les enseignants, les étudiants, il y a aussi les référents pédagogiques que j'ai pas encore mentionnés, qui interagissent beaucoup avec Thomus pour faire vos listes de matières, etc. avec vous, surtout quand vous étiez en licence. Il y a les administratifs qui peuvent avoir envie de récupérer des listings d'étudiants, etc. Il y a l'administrateur Thomus aussi, qui lui a plus de droits que nous, mais qui a le droit du coup de faire des choses que nous enseignants ou vous étudiants n'avez pas le droit de faire, donc de temps en temps on demande à l'administrateur est-ce que tu peux changer ça, ça ou ça. Et puis il y a aussi des logiciels comme Apogée par exemple, qui est sollicité par Thomus pour aller récupérer vos notes quand on vous affiche votre bilan de notes par exemple. Ça vient d'un autre logiciel qui s'occupe de gérer les notes de manière officielle, c'est ça qui vous envoie vos relevés de notes à la fin. Et donc dans les acteurs, il n'y a pas que des humains, il y a aussi des logiciels.
Qu'est-ce que c'est qu'un cas d'utilisation? Un cas d'utilisation, c'est un ensemble de scénarios. Donc c'est ce qu'on vous dessine ici en haut. On a le scénario 1 qui passe par là, puis il y a le scénario 2 qui passe par là, etc. Donc on peut avoir plusieurs façons différentes, mais à peu près corrélées, d'utiliser un même système. Et donc c'est ça qu'on appellera un cas d'utilisation. C'est un ensemble de plusieurs scénarios. Voilà, qui implique le même acteur, en tout cas c'est la même personne ou le même acteur en tout cas qui va déclencher le cas d'utilisation et qui ont le même objectif au final. Donc, par exemple, le cas d'utilisation, ça peut être j'ai envie de rentrer mes notes en tant qu'enseignant. Maintenant, ça peut se passer de plein de façons différentes. Peut-être que je peux avoir des erreurs, peut-être que je peux ne pas en avoir, etc. Mais au final, mon objectif c'est le même et l'acteur c'est le même, donc ce sera un même cas d'utilisation. Ça recense les informations échangées et les étapes de l'utilisation du système, les points d'extension et cas d'erreur. Donc point d'extension, c'est toutes les variations autour d'une possibilité, par exemple les erreurs. Le cas d'utilisation, on va l'exprimer sous forme d'une série d'étapes, et en général, à chaque étape, ça va être soit un acteur qui envoie des informations au système, soit le système qui envoie des informations à l'acteur. Donc un scénario, c'est une séquence d'étapes dans la réalisation d'un cas d'utilisation. Et une autre façon de voir ça, chaque étape, vous vous souvenez le cours sur les design patterns, on vous a parlé du MVC, on vous a parlé du C du MVC qui est le contrôleur, et on vous a dit le contrôleur c'est un truc qui expose un certain nombre d'actions possibles qu'on va pouvoir faire sur le système, en particulier sur le modèle. Et ben en fait, les actions que vous allez mettre, les séquences que vous allez mettre dans votre scénario, chaque étape de scénario, en général, ça va être une opération qu'on va faire sur le contrôleur. Donc typiquement, si on dit je veux pouvoir taper plusieurs caractères dans un champ texte et puis ensuite valider en appuyant sur Entrée, taper plusieurs caractères, c'est du domaine de la vue, ça reste du domaine de la vue. En général, le modèle n'est pas au courant qu'on a tapé des caractères tant qu'on n'a pas appuyé sur Entrée. Ça peut dépendre éventuellement des systèmes, mais on va dire un système qui ne valide que quand on clique sur le bouton valider, par exemple. Et ben, le moment où je clique sur le bouton valider, je vais envoyer un message à mon contrôleur. Et quand je vais spécifier ça, je ne vais pas dire je vais taper sur telle et telle touche, je vais dire je rentre un nom d'utilisateur et je valide, ou je rentre une note et je valide. Et donc ça, c'est considéré comme une action, et en général, une ligne de notre scénario, ça va correspondre à un appel de méthode sur le contrôleur. Donc c'est une séquence qui est un chemin dans le cas d'utilisation, qu'on peut voir aussi comme un test. Quand on va tester notre système, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que le scénario se passe comme prévu. Et donc, chaque ligne de notre scénario, ça va correspondre à un petit morceau de code qui s'occupe de faire ou de simuler la même chose sur le système. Ça se termine par un succès ou un échec. C'est décomposé en séquences d'étapes, ça je l'ai déjà dit. Et puis de temps en temps, il y a certaines étapes qui peuvent être des sous-cas d'utilisation. Par exemple, je peux faire un cas d'utilisation très très haut niveau pour un étudiant, je rentre à la fac, je valide ma L1, ma L2, ma L3 et je sors avec un diplôme. Ensuite, je vais avoir un sous-cas d'utilisation, ça va être comment est-ce que je fais pour valider ma L1, et le sous-cas d'utilisation, du coup, c'est je vais en cours, je passe les examens, etc. Et puis je passe mon examen, ça va être un sous-cas d'utilisation dans lequel je me présente à l'examen, je rends une copie, la copie est corrigée, la note est rentrée dans Thomus, la note est passée de Thomus à Apogée pour que ce soit officialisé, il y a un PV, il y a un jury, et du coup à la fin je valide mon année. Voilà, et donc on peut voir les choses de façon hiérarchique, on a une vue globale de ce qui se passe, et puis ensuite, pour chaque ligne, éventuellement, chaque ligne peut correspondre à un truc qui est plus précis. Pour documenter les cas d'utilisation, on peut le faire avec de l'UML, avec des petits diagrammes généraux. Ça va être très pratique pour avoir une vue un peu globale, pour voir comment sont reliés les cas d'utilisation les uns aux autres. Donc ici, on a un petit exemple avec un client qui va pouvoir retirer de l'argent à une banque, qui va pouvoir s'identifier s'il a sa carte bleue, qui va pouvoir consulter son compte à sa banque, etc. Et puis le bonhomme qui s'occupe de la maintenance, qui a un autre cas d'utilisation, etc. Ça c'est sympa, c'est pas détaillé, mais par contre c'est sympa parce que ça nous donne une vue globale. On a d'un côté les acteurs qui sont spécifiés ici, là on a l'interface, et puis là-bas on a le système. Hop. Et du coup, l'interface, ça me dit ce que je peux faire, et ce que je peux faire à chaque fois, ça va être les cas d'utilisation ici. Donc ça me donne une vue assez haut niveau, qui est assez sympa. Par contre, on verra après dans les slides que si on veut détailler précisément, si on essaie de le faire avec une vue graphique, on va se retrouver avec une espèce de toile d'araignée abominable et impossible à lire.
Donc les cas d'utilisation en UML, bah, c'est ce petit ovale ici. Un client, donc les acteurs sont dessinés avec ce petit bonhomme à la UML. Il peut décider de faire un virement par Internet, et ça va être une instance donc instance 2, ça c'est de l'héritage. On vous donne le petit conseil ici, finalement c'est pas une si bonne idée d'utiliser l'héritage. Et par contre, faire un virement ici, bah, ça peut inclure le fait de s'identifier. Et donc, quand je dois faire un virement, une des étapes, c'est de s'identifier. Et s'identifier, je peux le faire de plusieurs façons, avec plusieurs méthodes. Et donc là, j'ai un sous-cas d'utilisation ici. Et puis ensuite, je vais avoir la notion d'extension, qui est, je complète le comportement d'un cas d'utilisation avec un autre. En général, on évite d'utiliser ce extend là, sauf si vraiment on ne peut pas toucher au cas d'utilisation numéro 1. Donc si celui-là il vous est donné et que vous n'avez pas la main dessus, vous pouvez en créer un autre en le modifiant ici. Voilà. Là, on était sur la vue graphique et une fiche textuelle pour représenter un cas d'utilisation. En général, on va avoir un titre, un ensemble d'entêtes avec le nom du cas d'utilisation, les préconditions, dans quelles conditions je peux lancer mon cas d'utilisation, dans quelles conditions ça ne va pas marcher, etc. Et puis ensuite, je vais avoir le scénario qui va être une liste d'étapes. Tout ça doit être lisible et un peu informel. Le but, c'est que ce soit à la fois utilisable par les développeurs, mais que ce soit aussi utilisable par le client. Si on a écrit nos cas d'utilisation, qu'on ne peut pas faire valider la spec par le client, on va écrire le code et on va se rendre compte que l'utilisateur, c'était pas ça qu'il voulait. Donc du coup, il faut pas faire de la littérature, français simple, avec des petites phrases bien descriptives, et pas trop long. Ça, c'est un truc qui est quand même assez général quand on fait de la doc. Si on cherche l'exhaustivité, en général, on fait des trucs très longs, et personne ne le lit, personne ne le maintient, et du fait que personne ne le maintient, personne ne le lit, parce que de toute façon, c'est pas à jour, et du fait que personne ne le lit, personne ne le maintient, parce que ça sert à rien, puisqu'on l'utilise pas. Donc pour couper ce cycle-là, bah, la documentation, il faut qu'elle soit concise. Concise, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle soit insuffisante, ça veut juste dire qu'il faut aller à l'essentiel et pas prendre des détours inutiles. Ensuite, donc le scénario, on décrit le scénario nominal, c'est ce qui se passe quand tout va bien, qu'il n'y a pas de cas particulier ou de choses comme ça, c'est une suite d'étapes. Et puis ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les points d'extension, donc c'est pas tout à fait pareil que le extend du slide d'avant. Un point d'extension, c'est simplement une variante possible. On va dire, bah, ici, au lieu de s'identifier avec sa carte bleue, l'utilisateur il peut être au guichet, montrer sa carte d'identité, et puis ça va être un être humain qui l'identifie, par exemple. Donc on est toujours sur le même genre de scénario, donc on est dans le même cas d'utilisation, mais une extension, c'est juste une petite variante où il y a quelques étapes qui vont différer des autres. Les points d'échec, dans le cas où il y a un truc qui se passe mal, et puis de temps en temps on n'atteint pas l'objectif qui était fixé initialement. Je veux faire un retrait d'argent avec ma carte bleue, étape 1 je mets ma carte bleue, étape 2 je mets mon code, étape 3 hop, et puis le cas d'échec c'est le cas où je me fais éjecter ma carte et où je pars sans avoir récupéré mon argent. Par contre, évidemment, on cherche quand même à avoir des garanties, donc le cas d'échec, on doit vérifier que c'est pas un cas où je me fais avaler ma carte, mon compte est débité et je reviens pas avec l'argent. Donc une garantie possible, c'est soit j'ai l'argent, soit mon compte n'est pas débité. Et puis lien vers d'autres scénarios, s'il y a trop d'étapes, au bout d'un moment, on va grouper des étapes et on dit ça c'est un sous-scénario. Donc les bonnes propriétés des diagrammes généraux, c'est facile à comprendre. Le décideur pressé qui n'a pas envie de lire toute la doc, il va utiliser ça comme la vue de haut niveau, il vérifie qu'il est d'accord avec ça. On a bien les différents acteurs ici, et puis les interactions avec le système. On a aussi quelque chose qui est important, c'est les limites du système. Qu'est-ce que c'est que cette boîte-là? De temps en temps, c'est pas si évident que ce qu'on pourrait penser à définir. Si je vous demande, vous qui ne connaissez pas forcément les détails, où se trouve le lien, la frontière entre Thomus et Apogée, par exemple, vous qui êtes un acteur étudiant ici, si ça c'est Apogée, la frontière ici, vous la connaissez pas forcément. Moi je peux vous dire, à la fin du semestre, il y a un moment où votre note elle était là, et où je clique sur exporter dans Apogée, et du coup votre note elle va se retrouver ici. Par contre, c'est quelque chose qu'il faut avoir spécifié correctement si on veut pouvoir le coder, évidemment.
Problème avec les diagrammes précis, quand on commence à avoir un diagramme ici qui inclut un autre diagramme qui inclut un autre diagramme, etc., bah, on se retrouve avec une grosse toile d'araignée et assez rapidement ça va être un truc assez incompréhensible. Du coup, pour le développeur, ça apporte pas forcément grand-chose parce que c'est un truc dans lequel il se retrouve pas bien. Et alors pour le décideur pressé qui voulait juste quelque chose de facile à lire pour regarder rapidement, c'est encore pire que s'il y avait rien. Voilà, et puis si on commence à avoir des conventions graphiques super compliquées, du coup le développeur il sera probablement content, par contre le décideur ou l'utilisateur, lui, il aura vraiment du mal à le lire. Voilà, je pense avoir dit à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. Comment dialoguer avec un utilisateur? Les cas d'utilisation sont issus du dialogue entre concepteurs, c'est-à-dire les informaticiens, et les futurs utilisateurs qui ne sont pas informaticiens. Le but, c'est de passer du flou du cahier des charges. On avait dit un truc de loin, je prends toujours le même exemple, hein, mais on veut un système de relevé de notes qui marche bien. Bah, au départ, le cahier des charges, il va pas vous dire exactement comment va fonctionner le truc, et si vous demandez à un développeur de le coder, si on passe pas par des étapes un peu plus précises, ça va être assez difficile. On veut exprimer complètement les besoins, ça peut se faire tout au long du processus de conception, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait faire un prototype et continuer à écrire des use cases au fur et à mesure. Et par contre, ce qui est important, c'est que les use cases, on les écrit et on les valide, on les fait valider par l'utilisateur. Éventuellement, c'est l'utilisateur lui-même qui les écrit s'il a envie de faire ce boulot-là lui-même. En général, ça va être plutôt quelqu'un qui fait l'intermédiaire, qui va être typiquement quelqu'un qui est employé par l'entreprise, qui fournit le service au client. Mais dans tous les cas, il faut le faire valider par les futurs utilisateurs, donc par le client dans la majorité des cas. Voilà, un cas d'utilisation textuelle, ça raconte une histoire, ça raconte l'histoire du futur utilisateur qui dialogue avec le futur système qu'on est en train d'écrire. Donc en résumé, privilégier les descriptions textuelles quand on veut décrire vraiment les besoins fonctionnels de façon partageable, et les diagrammes de cas d'utilisation à la UML, ça marche très bien comme table des matières pour donner accès aux différentes descriptions textuelles, et typiquement, dans chaque petit ovale qu'on va avoir dans la description graphique, on a des chances d'avoir un nom de cas d'utilisation et éventuellement un lien hypertexte ou un numéro de page pour aller chercher le descriptif plus précis derrière. On va maintenant passer à une présentation plus particulière d'une façon particulière d'écrire les use cases, qui est la manière d'Alistair Cockburn, qui entre parenthèses se prononce comme ça pour respecter la prononciation à l'écossaise, et puis aussi pour éviter un jeu de mots potentiellement vaseux. Donc qui a écrit le bouquin qui fait référence là-dessus, rédiger des cas d'utilisation efficaces, je vous ai la référence sur le slide. Donc un cas d'utilisation à la Alistair Cockburn, on l'écrit avec un certain nombre d'entêtes. On a un titre là-haut, hop, je veux retirer de l'argent. On a la portée c'est à qui est-ce que je m'adresse. La portée, ça peut être l'ensemble du système ou ça peut être un sous-système particulier. On pourrait parler à la banque d'une manière générale. Ici, on parle juste au système de distributeur automatique de billets. On a un certain niveau de précision. Ici, on est à un niveau objectif utilisateur, c'est-à-dire le niveau à peu près moyen. On n'est pas au niveau résumé où on va chercher à avoir une vue stratégique de qu'est-ce qui se passe sur plusieurs mois ou plusieurs années. Et on n'est pas non plus au niveau ultra précis où on va chercher les tout petits détails de l'interface utilisateur. Ici, donc, le use case, c'est notre client qui veut retirer de l'argent, et donc l'acteur principal, c'est le client de la banque qui arrive pour retirer son argent. Les autres intervenants, évidemment, c'est la banque elle-même, en plus du client. Précondition, pour que ça marche, il faut que mon compte soit approvisionné. Si j'ai pas d'argent, je ne vais pas pouvoir retirer de l'argent, évidemment. Garantie minimale, on a la garantie que notre argent ne va pas être débité de notre compte en banque sans qu'on ait les billets qui sortent. Donc au pire, rien ne se passe. Et puis au mieux, on récupère nos billets. Et par contre, en cas de succès, de l'argent est retiré, le compte est débité de la même somme, et on peut continuer comme ça. En dessous, donc, ici on avait les entêtes qui décrivent les espèces de métadonnées de notre scénario, et puis ensuite le scénario lui-même. Le scénario, on avait dit que c'était un ensemble d'étapes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc on va d'abord introduire le lecteur dans la carte dans le lecteur.
Ensuite, on va déchiffrer l'identifiant de la banque depuis la carte, et donc ici l'acteur qui faisait cette action c'était le client. Ensuite, le distributeur lui répond, donc le système avec lequel on interagit lui répond, il récupère le numéro de compte, le code secret, etc. Ensuite, nouvel acteur, le client saisit son code secret, c'est assez classique, on a une alternance, un coup c'est le client qui parle, un coup c'est le système, un coup c'est le client, un coup c'est le système. Il saisit son code secret, le distributeur automatique valide par rapport au code secret, et puis ensuite on sélectionne retrait, etc. etc. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est assez standard pour retirer de l'argent. Par contre, à la fin de ce scénario, donc là, si on avait pu, on aurait scrollé vers le bas, mais je suis passé juste au slide suivant. À la fin de ce scénario nominal, on va dire, quand on n'est pas dans le cas nominal, voilà toutes les exceptions possibles, et donc ça, c'est ce qu'on appelle ici les extensions. Il peut se passer une panne générale, à ce moment-là, le distributeur automatique annule la transaction, et puis, alors ici, on va écrire 2A, c'est en référence à ce qu'on avait écrit avant. Avant, on avait le scénario numéro 2 ici. Et donc, le 2A, c'est une variante du 2. On va dire une autre possibilité, à la place de 2, ça va être 2A, la carte a été volée. Le distributeur automatique de billets se rend compte que c'est une carte volée et il la confisque. Et alors, confisquer la carte volée ici, c'est un cas particulier qui peut être potentiellement compliqué. Et ça, on va faire une inclusion d'un autre scénario. Et donc là, la petite convention, c'est souligné ici. Hein. Souligné. Égale inclusion d'un autre scénario. Et puis une autre possibilité, c'est on avait demandé des billets de 10, mais il n'y en a plus. Et du coup, on va avoir deux étapes à la place d'une, 4A1 et 4A2, pour arrondir la somme et demander une nouvelle somme, par exemple. Parce qu'on avait demandé 30 euros, que 30 euros, c'est pas possible, on peut vous en donner 40. Ou il peut y avoir un solde insuffisant, ou etc. Voilà, alors on va rentrer un peu plus dans les détails de tout ça, hein, mais donc on va avoir des généralités, les intérêts, les intervenants, etc. Tout ça, ça va correspondre à peu près aux différents en-têtes qu'on va avoir dans un use case. Donc les use cases, ils servent à clarifier le processus métier, à bien le comprendre l'organisation pour laquelle on va concevoir et fabriquer notre système. Il sert à fixer les limites du système, j'en ai déjà parlé, il y a des choses qui font partie du système, il y a des choses qui sont à l'extérieur, qui n'en relèvent pas, et du coup, ça, l'utilisateur, il pourra peut-être vouloir ça, mais il faut qu'il demande à quelqu'un d'autre. Et orienter la discussion entre les concepteurs et les spécifieurs. Ça sert à découvrir, à figer les besoins fonctionnels. Donc l'idée c'est qu'on peut discuter des cas d'utilisation avant d'avoir codé, du coup avant d'avoir fait quand même une bonne partie du boulot. Et donc ça peut servir à facturer par exemple. On peut dire, voilà, le contrat c'est qu'on doit faire tel et tel use case, ça coûtera tant, et donc si l'entreprise qui développe le logiciel n'est pas capable de répondre à tous les use cases, à ce moment-là elle est en faute, elle doit payer des pénalités de retard ou des choses comme ça. Et par contre, le client s'est engagé à payer si tout ce travail-là a été fait. Évidemment, les besoins fonctionnels, on a tendance à oublier les conditions d'échec, mais on vous rappelle régulièrement dans les méthodologies à base de use case comment est-ce qu'il faut les prendre en compte. Évidemment, d'une manière générale, ce qu'on cherche à faire, c'est d'écrire ce que le système permet de faire. Ça sert aussi à préparer les tests. Une fois que vous avez vos cas d'utilisation, vous avez le scénario nominal et les cas d'erreur. Et donc pour chacun de ces scénarios, vous allez avoir au moins un test qui peut être du code. Ça peut tout à fait être, vous êtes en train de faire un site web, vous pouvez tester votre site web avec des outils du style Selenium qui vont faire semblant d'être à la place de l'utilisateur et qui vont déclencher les actions à votre place. Ou vous pouvez faire des tests unitaires qui vont aller taper soit directement dans le modèle, soit dans le contrôleur ou des choses comme ça. Et donc l'idée c'est qu'un test, ça va être pour chaque étape du scénario, vous avez le petit morceau de code qui simule ce comportement-là de l'utilisateur, et puis à la fin on va vérifier avec des assertions qu'on a bien les garanties qu'on cherchait à avoir. Voilà, et puis finalement, du coup, un test, une spécification, c'est un peu pareil. Hein. Y a même des outils qui permettent d'écrire des tests en langue naturelle, et du coup, on écrit des scénarios en langue naturelle, et à la fin, il y a toute une moulinette qui permet de générer le code pour faire des tests avec. Il n'y a pas de magie, vous inquiétez pas, il y a du vrai code derrière qui s'occupe de générer tout ça. Hein. C'est pas de l'intelligence artificielle qui cherche à interpréter la langue naturelle.
Voilà, et puis bah voilà, ça, j'en ai déjà parlé, hein, mais une étape du scénario, c'est un appel au contrôleur pour un test. Donc forme des cas d'utilisation, cas textuel, sauf si c'est pour faire de la table des matières. Un cas d'utilisation, c'est un ensemble de rubriques avec des différents en-têtes comme ce qu'on a ici, facile à lire, etc. J'ai déjà parlé de tout ça. Les différentes rubriques, les en-têtes qu'on peut avoir en haut d'un cas d'utilisation, on va avoir évidemment le nom qui va nous dire quel est l'objectif de ce qu'on cherche à faire. Le cas d'utilisation, retirer de l'argent à la banque, c'est vraiment l'objectif de l'utilisateur. Le contexte dans lequel on l'utilise, la portée qui est le système avec lequel on interagit, et puis le niveau de détail. Il y a des moments où on a envie de faire des actions vues de loin, de décrire globalement le projet, et puis d'avoir quelques use cases très généraux qui vont décrire ce qu'on veut faire. Et puis il y a des moments où on a envie vraiment de rentrer dans le vif du sujet et de dire concrètement qu'est-ce qui va pouvoir se passer. Et là, en général, on va avoir beaucoup plus de cas d'utilisation détaillés pour décrire les possibilités. L'acteur principal, qui a déclenché le truc, les intervenants autres que l'acteur principal et leurs intérêts, les garanties minimales, même si tout va mal, qu'est-ce qui se passe, garantie en cas de succès, si jamais tout va bien, ça me donne l'objectif que j'ai ici, a priori, d'accord? Hop. Voilà, intérêt et intervenant. Donc un intervenant, c'est une personne ou c'est un acteur d'une manière générale, un élément qui est extérieur au système et qui a un intérêt dans le système à l'étude. L'acteur principal, c'est celui qui déclenche la première étape du scénario. Portée de conception. Avec quoi est-ce qu'on interagit? Je reprends mon système de gestion de notes. Si je suis à un très gros niveau de granularité, je peux dire je suis un étudiant et je vais composer mes examens et ça va me donner des relevés de notes. Et là, j'interagis avec l'université. L'université, vous y allez, vous rendez votre copie d'examen et puis vous avez un truc dont vous ne voulez pas connaître les détails du comportement qui se passe, et à la fin, vous avez votre relevé de notes. Et puis si on regarde d'un petit peu plus près, en fait, vous avez interagi avec votre enseignant en lui rendant sa copie, l'enseignant a corrigé, l'enseignant a interagi avec Thomus, ensuite Thomus a interagi avec Apogée, ensuite Apogée a interagi avec la scolarité, puis ensuite la scolarité vous a envoyé votre bulletin de notes. Donc si on se met de loin, on va regarder plutôt le niveau de l'organisation, l'entreprise ou l'université. Et puis si on zoome un petit peu, ce qu'on fait quand même le plus classiquement dans une spécification, c'est qu'on va regarder le système avec lequel on interagit. Donc si je suis en train de parler de Thomus, cette boîte-là c'est Thomus, et puis donc cette boîte-là c'est Thomus, et cette boîte-là ça pourrait être l'université. Et du coup, l'université, si je la redessinais en gros, donc le schéma standard c'est une petite maison comme ça, hop, mais à l'intérieur je peux avoir plusieurs systèmes avec lesquels j'interagis. Et donc je peux interagir soit directement avec l'un des systèmes, soit je peux interagir globalement avec l'ensemble. Et puis ça peut être une sous-partie, donc ça on dessine ça des fois avec une petite vis comme ça, pour matérialiser le fait qu'on est vraiment sur une partie du système. Donc je peux être sur le système de gestion des choix de matière, des inscriptions pédagogiques dans Thomus, et à ce moment-là, je suis sur cette partie-là et je ne suis pas en train d'interagir avec le système de gestion des notes, par exemple. Donc, portée de conception, je peux être au niveau entreprise, organisation. Je peux décrire le comportement dans son ensemble, c'est-à-dire le métier de l'entreprise, et je peux le considérer soit comme boîte noire, soit comme boîte blanche. Donc, boîte noire, ça veut dire que je ne regarde que de l'extérieur, noir au sens opaque, hein. Boîte blanche, des fois en anglais, on traduit ça par black glass, pardon, box à la place de white box, qui permet de bien matérialiser le fait que ça veut dire transparent. Donc boîte blanche, je vois le contenu, boîte noire, je ne vois pas le contenu. La plupart du temps, on va s'intéresser plutôt à un fonctionnement de boîte noire, puisqu'on a dit qu'on faisait des spécifications externes. Donc spécifications externes, en réalité, on veut pas regarder l'intérieur du système avec lequel on interagit. Donc la plupart du temps, quand on parle de spécifications externes, on est plutôt en boîte blanche. Par contre, de temps en temps, ça peut être sympa d'abuser un petit peu le système de spécification par use case pour commencer à donner des spécifications internes. Voilà, on peut avoir comme portée le système à construire, et de la même manière, ça peut être boîte blanche ou boîte noire.
Et là, clairement, quand on est sur un système boîte blanche, on sort un peu du cas d'utilisation et on abuse un petit peu le système. Donc la plupart du temps, quand on interagit avec le système, on est plutôt en boîte noire et on décrit les interactions avec l'extérieur des acteurs, c'est-à-dire ce que je dis depuis tout à l'heure. Exemple, le système de gestion des emplois du temps de l'université. On peut le voir du point de vue de ses interactions avec les utilisateurs et les autres systèmes de l'université, ou bien on peut le voir comme le point de vue interne, où on va regarder à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. On peut regarder un sous-système, donc ce qu'on matérialise ici avec cette petite vis là. C'est un des composants du système, mais qui n'a pas forcément de sens si on le sort du système. Et donc là, par exemple, j'ai un système de gestion des salles, ADE, qui me gère les emplois du temps, etc. Je peux gérer le sous-système de caractéristiques des salles, celui qui me dit si le nombre de PC que je peux avoir dans une salle, par exemple. Quand je suis en train d'interagir avec ce sous-système-là, je me fiche pas mal de savoir comment marche le reste de l'emploi du temps. Donc en résumé, on a un niveau organisation autour ici. À l'intérieur de cette organisation, on a des systèmes qui possiblement sont hiérarchiques, et puis à l'intérieur, on pourrait faire la petite vis ici, toc toc, pour représenter les éléments du système. Et donc on peut interagir soit depuis l'extérieur avec mon organisation en boîte noire, ou depuis l'extérieur, je peux être en boîte blanche et commencer à voir le fonctionnement des sous-composants. Et puis de la même façon, quand je suis avec le système, je peux interagir avec un système ou avec ses sous-systèmes. Voilà, on va passer aux acteurs et leurs objectifs. L'acteur, c'est celui qui interagit avec le système, il a un objectif qui peut échouer ou pas, c'est ça qui me dira si le cas d'utilisation est réussi. Et donc le cas d'utilisation a un nom qui est l'objectif de l'acteur principal. Le niveau d'objectif. J'aime pas beaucoup l'expression niveau d'objectif, mais c'est celui-là le terme technique. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est niveau de précision. On peut être très abstrait ici, ou on peut être très terre à terre, très concret, précis, ici. Et donc là-haut, on a Summary Goals, où on parle des fois d'objectifs stratégiques. On regarde vraiment notre système vu de très haut, et on cherche à donner globalement le fonctionnement de notre système, mais à une granularité très grosse. Ce qu'on va chercher à faire dans la plupart des cas, ça va être le niveau utilisateur, où chacune des actions, ça va être vraiment les lignes du contrôleur dans notre MVC. On décrira des fois des choses plus précises, où on va avoir des sous-fonctions ici, qui vont nous servir à avoir des inclusions de scénarios, par exemple. Et en général, donc si on prend l'analogie, hein, là on est dans les nuages, là on est un petit peu au-dessus du niveau de la mer et on voit les bateaux. On cherche en général à être au niveau de la mer ici. Quand on commence à voir les poissons, c'est peut-être qu'on est trop bas, et quand on est vraiment par terre sous l'eau, sous le sable, et qu'on regarde les coquillages, c'est qu'on est vraiment trop précis. Donc, les niveaux d'objectifs, ce qu'on cherche en général à faire, c'est à être au niveau de la mer, comme ça. Le test pour savoir si on a bien réussi notre cas d'utilisation, c'est est-ce que l'acteur principal est satisfait après avoir terminé le cas d'utilisation. Par exemple, un cas d'utilisation, acheter un livre, je suis content si à la fin j'ai réussi à acheter mon livre. Acheter un client, etc. Et par contre, ouvrir une session dans le système, par exemple, c'est un niveau trop bas. Ça, en général, on est à la limite du choix technique. Est-ce que l'utilisateur doit ouvrir une session, ou est-ce qu'il a un token à usage unique, ou je sais pas quoi. Là, on est vraiment à un niveau de détail très bas, et probablement que ça va être au développeur de prendre ces décisions-là. Et puis par contre, si je dis réaliser un achat par enchère en ligne, là on n'est pas vraiment au niveau utilisateur, on ne sait pas comment on va s'y prendre. Les enchères, comment ça marche, est-ce que c'est des enchères montantes, descendantes, comment est-ce que je place mes mises, etc. Et donc sur ce scénario-là, je suis au-dessus du niveau utilisateur, parce que je ne suis pas assez détaillé. Et donc en général, un scénario utilisateur, il est décomposé en sous-objectifs qui sont plutôt, dans l'analogie avec la mer, sous le niveau de la mer.
Objectif stratégique, summary goals en anglais. Ça implique plusieurs objectifs utilisateurs et on va vraiment prendre du recul. Ça sert juste à montrer le contexte, à expliquer comment les choses s'articulent. Là aussi, c'est une bonne table des matières pour aller dans les détails. L'idée, c'est que vous allez en avoir le nombre de cas d'utilisation pour un système raisonnable au niveau stratégique. Ça va être quelque chose qui se compte sur les doigts de la main. Par exemple, traiter une demande d'indemnisation, gérer une formation ou je sais pas quoi, selon si je suis une assurance d'un côté ou si je suis une université de l'autre. Voilà, et donc les cas d'utilisation aux limites, c'est-à-dire en cherchant un peu en cherchant à pousser le système à ses limites, sont en général stratégiques. Et puis de l'autre côté, donc là on plonge sous le niveau de la mer, hein, les objectifs de type sous-fonction, ils sont détaillés, mais en fait ils ne sont vraiment utiles que quand on les met dans le contexte d'un scénario utilisateur. Donc c'est typiquement les sous-scénarios d'un scénario utilisateur. Donc ça va permettre la réalisation des objectifs, mais en soi, en général, l'objectif de la sous-fonction n'est pas hyper intéressante, puisque le vrai objectif, c'est ce qu'on aura à la fin du scénario utilisateur. À utiliser avec parcimonie, parce que sinon vous allez faire un truc avec des dizaines et des dizaines de pages que personne ne lira. Le niveau d'objectif, on peut se déplacer dans deux directions. Quand on se déplace vers le haut, on est sur la ligne pourquoi, et quand on se déplace vers le bas, on est plutôt sur le comment. Si j'ai un objectif, saisir mes notes ici, bah, le pourquoi, c'est pour valider un diplôme. Et le comment, ça peut être ouvrir une session Thomus, ensuite cliquer sur l'UE de ma matière, et puis ensuite, etc. Et puis avec plusieurs sous-cas d'utilisation que je vais mettre en dessous. Donc en résumé, on a plusieurs niveaux d'objectifs. On peut être au niveau stratégique, au niveau utilisateur ou au niveau sous-fonction. Et on a aussi plusieurs portées de conception. En général, ça va ensemble. En général, quand on est au niveau stratégique, on est plutôt à interagir soit avec le système, soit avec l'organisation. Et quand on est au niveau sous-fonction, on va être très souvent à interagir avec les composants, bien sûr. Et tout ça, on peut le faire en boîte blanche ou en boîte noire. Je rappelle que boîte blanche, je vois le contenu. Boîte noire, je ne vois pas le contenu. Donc le conseil à ce niveau-là, c'est de mettre l'essentiel de votre énergie sur les cas d'utilisation au niveau de la mer, donc au niveau utilisateur, et puis d'en rédiger quelques-uns, genre entre 2 et 5 par exemple, hein, c'est pas une règle absolue, en poussant un peu les limites en termes de niveau de granularité, en allant le plus haut possible pour créer un contexte pour les autres. C'est-à-dire que le cas d'utilisation aux limites, c'est celui qui est niveau stratégique, la portée maximale, le plus gros grain possible, et qui va montrer comment le système finit à la fin par bénéficier aux utilisateurs les plus éloignés. Et donc tout ça, ça peut servir de table des matières pour les autres. Hein. Typiquement, on a dit que le petit cas d'utilisation, le diagramme UML qui vous dit un petit peu comment les choses s'articulent, et puis pourquoi pas que les câbles qui vous renvoient aux autres et tout ça. On va parler de préconditions, de garantie et de déclencheurs. Donc la précondition, c'est ce que le système doit garantir avant le début du cas d'utilisation, c'est dans quel état il doit être pour que le scénario puisse démarrer. Et donc ça va être typiquement l'utilisateur va ouvrir une session, le client a été validé, etc. Le déclencheur ensuite, c'est l'acteur principal qui va faire une action qui va déclencher le cas d'utilisation. Sur notre cas retraite de billets, ça va être le client insère sa carte par exemple. Puis ensuite on a les garanties, là, avec les garanties minimales, si vraiment tout va mal, quand même on a envie d'avoir des garanties, et les garanties en cas de succès, qui vont être à peu près la même chose que l'objectif de l'utilisateur principal quand il a lancé le scénario. Les scénarios, c'est donc une ligne narrative qui démarre avec le déclencheur, qui se poursuit jusqu'à la réalisation complète ou l'abandon dans les cas d'erreur. Et les cas d'utilisation, ça va être un ensemble de scénarios qui couvrent le cas, de préférence décrit minimalement, on va pas en mettre des dizaines, on va avoir le scénario nominal, et puis les variantes, autrement dit les extensions dans le jargon. Le cadre général pour les scénarios, c'est la condition sous laquelle s'exécute le scénario, c'est-à-dire pour que le scénario puisse s'exécuter, il faut que la précondition soit satisfaite, et puis que le déclencheur, donc que l'élément déclencheur soit arrivé. Puis ensuite avec les conditions d'extension pour les variantes. Ensuite on a des objectifs à atteindre, et pour atteindre cet objectif, on va mettre une séquence d'étapes. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails ensuite. Hop. Donc un scénario, il est composé d'étapes, chaque étape c'est une action, et puis à la fin on vise un certain objectif. Chaque étape peut se détailler en sous-étapes pour le cas où ce soit trop compliqué.
On peut indiquer textuellement un ordre indifférent, une répétition, faire X fois, machin, etc. Et donc on a à chaque fois un petit objectif pour chaque étape, et puis c'est un sous-objectif de l'objectif final du cas d'utilisation. Nos actions possibles, c'est l'interaction entre deux acteurs, et en général, ça va être l'interaction entre un acteur externe et le système. Le client saisit une adresse dans le système valide l'adresse, le client rentre autre chose, ainsi de suite. On va les valider pour protéger les intérêts d'un intervenant. Par exemple, le système va pouvoir valider un code secret. Et il peut y avoir des actions internes. Le système déduit le montant du solde. Bah là, le système il fait quelque chose sans interagir avec l'utilisateur. Mais très classiquement, on va avoir l'acteur principal qui interagit avec le système qui interagit avec un acteur, l'acteur qui réinteragit avec le système, et ainsi de suite. Comment on fait pour les rédiger bien, les étapes? J'ai déjà dit qu'il ne fallait pas faire de littérature. Sujet, verbe, complément, ça suffit largement en général, éventuellement plusieurs autres compléments. Mais le sujet, il est important parce qu'on veut savoir de qui on parle, on veut savoir quelle action on fait, et on veut savoir ensuite comment on fait cette action-là. Montrer clairement qui a le ballon. Je te renvoie la balle, j'ai déjà parlé de cette espèce de ping-pong, l'utilisateur, le système, l'utilisateur, le système. En général, ça va alterner, et il faut bien préciser qui doit faire quelque chose. Sinon, on ne sait pas, évidemment. Adopter plutôt le point de vue d'un oiseau qui regarde vu de loin plutôt que le point de vue du système qui est un petit peu trop près. Et puis montrer le scénario qui avance, pas trop d'étapes. Hein. Si vous en avez plus que 9, c'est probablement que vous n'avez pas découpé correctement. Et à chaque étape, on se rapproche un petit peu de l'objectif. Le but, c'est de montrer à chaque fois l'intention de l'acteur, pas forcément ses gestes. Donc, on va pas donner de notion d'interface graphique ou de précision là-dessus. On va dire je rentre une note, mais on va pas dire je clique sur le bouton rouge qui correspond à etc. Les extensions, donc les variantes de scénario, ça c'est simplement pour éviter un scénario qui dit si machin alors bidule, sinon si alors si, etc. où on va finir par se retrouver avec un espèce de programme avec des if et des while. Qui sera certainement intéressant pour un informaticien, mais qui sera complètement incompréhensible pour un non-informaticien. Donc on a le scénario nominal où il n'y a pas de conditionnel dedans, et on a les extensions qui disent alors des fois je le fais autrement. Les extensions, donc c'est un fragment de scénario qui présente des exigences un peu particulières et qui fait intervenir des règles métiers qui n'ont pas forcément été explicitées jusque-là. Si le code de carte bleue est mauvais, alors l'utilisateur a un message d'erreur, etc. On ne l'avait pas forcément dit à ce moment-là. Voilà. Les extensions, il y a la petite checklist de ce qu'il faut prendre en compte dans les extensions. Chemin alternatif en cas de succès, il n'y a pas forcément qu'une seule façon d'arriver au but principal. L'acteur principal peut avoir un comportement incorrect, et s'il se trompe, on a envie que le système fasse quand même quelque chose de raisonnable. Il y a aussi le problème de l'inaction. Le personnage principal, il a rentré sa carte bleue, et puis ensuite il fait rien, il rentre pas son code. Est-ce qu'on a prévu la spécification de ce qui doit se passer dans ces cas-là? À chaque fois qu'on doit valider quelque chose, évidemment, il peut y avoir un échec, donc il faut prendre en compte cet échec dans les extensions. On peut avoir une réponse inappropriée, une absence de réponse d'un acteur secondaire, c'est à peu près la même chose que celui-là, mais pour l'acteur secondaire cette fois-ci. On peut avoir un échec interne qui peut être normal au système. Typiquement mon imprimante, si elle n'a pas prévu le cas du bourrage papier, on est vraiment embêté, puisque c'est pas censé arriver, mais ça arrive quand même régulièrement. Et puis on peut avoir des échecs internes qui peuvent être vraiment plus anormaux, des choses qui sont absolument pas prévues, qui sont pas censées arriver. Mais si on a spécifié quand même ce qui doit se passer dans ces cas-là, c'est toujours ça de fait. Ça permettra d'avoir un système plus robuste. Et puis il y a aussi les problèmes d'échec de performance. De temps en temps, le système il marche, sauf que il prend un an pour faire un calcul. Alors qu'il était censé le faire en une demi-seconde, à ce moment-là, il va falloir mettre un timeout pour éviter de bloquer l'utilisateur éternellement. Donc, une extension, c'est un certain nombre d'étapes alternatives et une condition dans laquelle on va adopter ce comportement. Ça peut être l'enregistrement échoue, le système détecte la nécessité d'une sauvegarde intermédiaire ou je sais pas quoi. Donc, bien réfléchir à tout ce qui peut mal se passer, à toutes les voies alternatives, soit de succès, soit d'échec. Une fois qu'on a cette liste, on la rationalise et on la rédige. Les cas d'utilisation d'extension, je vais passer rapidement là-dessus, puisque c'est pas l'intérêt principal du cours. Vous pourrez regarder les slides en PDF.
Variante technologique et de données, c'est à peu près la même chose que les extensions, mais c'est simplement que de temps en temps, pour faire la même chose, on peut avoir plusieurs variantes technologiques. Donc par exemple, si on prend dans le scénario nominal, on a l'utilisateur s'identifie avec sa banque, etc. Et puis dans les variantes, on a une autre technologie qui est j'utilise ma carte bancaire, ou j'utilise une empreinte optique, ou j'utilise une empreinte digitale, etc. Mais au final, l'objectif de cette étape sera le même dans tous les cas. En termes de format, donc un cas d'utilisation, jusqu'ici j'ai parlé de plein de détails et tout ça, mais on peut aussi dire que finalement on n'a pas envie de rédiger ça dans les détails, et on peut utiliser un format simplifié, qui a l'avantage d'être plus facile à utiliser, mais l'inconvénient que du coup on va spécifier moins de choses. Et à ce moment-là, on va simplement avoir le nom, l'acteur principal, la portée, le niveau, avec les définitions qu'on avait avant. Hein. Donc ici on a l'objectif, donc le nom du cas d'utilisation, l'acteur principal ici, la portée, est-ce qu'on est au niveau système, est-ce qu'on est au niveau organisation, ou est-ce qu'on est au niveau composant, et le niveau, est-ce qu'on est au niveau utilisateur, ou est-ce qu'on est plutôt sur un niveau stratégique, ou sur un niveau sous-fonction. Et puis quelques paragraphes de description ensuite. Le format étoffé, du coup on va mettre tous les détails, et donc tout ce que je vous écris ici, nom, contexte d'utilisation, portée, etc., ça se rapporte à tout ce qu'on vient de raconter jusqu'ici. Et donc exemple de description longue, mais je l'ai déjà donné au début, donc je ne vais pas vous le redétailler, hein, mais ici on a décidé qu'on avait un client qui allait retirer de l'argent, et donc pour rédiger tout ça, on donne un nom, une portée, un niveau, un acteur principal, des intervenants et leurs intérêts, la précondition, garantie minimale, garantie en cas de succès. Donc on donne toutes les infos en haut sur le contexte de notre cas d'utilisation, ensuite on donne le scénario nominal, avec toutes les étapes, de 1 jusqu'à 7 ici. Et puis ensuite, on va donner les extensions qui sont les alternatives possibles pour chacune des étapes du scénario nominal, avec éventuellement de l'inclusion d'un autre scénario si on veut. Voilà, il est bientôt temps de conclure, mais encore quelques petits conseils pour rédiger vos cas d'utilisation. Ok, on sait comment les rédiger, mais comment est-ce qu'on sait quand on s'arrête? Comment est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on est content? Voilà une petite checklist de choses à vérifier. Déjà, est-ce que tous les acteurs principaux et les objectifs utilisateurs sont correctement identifiés? Si je reprends l'exemple de Thomus, si j'ai parlé des enseignants, des étudiants et de la SCOL, c'est déjà pas mal, mais j'ai oublié de parler de l'administrateur Thomus, par exemple. Donc j'ai pas encore parlé de tous les utilisateurs, et puis en termes d'objectifs, vous pouvez avoir envie de valider votre année. Vous pouvez ne pas avoir envie, mais c'est quand même un objectif en termes de spécification, de redoubler. Il faut que ce soit prévu dans le système d'information, etc. Toutes les conditions de déclenchement et d'extension, donc les façons de commencer et les façons de terminer un scénario. Tous les cas d'utilisation d'objectifs utilisateurs sont rédigés. En général, vous allez partir du haut niveau et vous allez en déduire un certain nombre de cas d'utilisation objectifs utilisateurs qui sont les principaux. Et puis ensuite, si vous avez des inclusions, évidemment, il faut que les sous-fonctions soient écrites aussi. Chaque cas d'utilisation est rédigé avec assez de clarté pour que le représentant des clients puisse convenir à la livraison que oui ou non, le cas d'utilisation a bien été réalisé. Si on n'est pas assez précis, on peut avoir la discussion a posteriori. Ça, est-ce que c'est fait ou pas? Le client il dit que non, et l'entreprise elle dit que oui, si, elle estime que c'est fait. Si on est suffisamment précis, il n'y a pas cette discussion-là. C'est fait ou c'est pas fait, c'est marqué dedans. Les utilisateurs conviennent que le comportement du système tel qu'il est décrit répond pleinement aux besoins ou à leurs souhaits, et les développeurs sont d'accord qu'en lisant les cas d'utilisation, oui, effectivement, c'est faisable, on peut faire ça, c'est parti, on peut développer. Évidemment, dans un scénario cycle en V, on va dire, on écrit tous les use cases, et puis ensuite on va coder, et évidemment, dans un scénario un peu plus agile, on va chercher à écrire les cas d'utilisation au fur et à mesure, et à les développer au fur et à mesure. Voilà, et donc au final, ce qui compte, c'est que le client ou les clients sont d'accord que les cas d'utilisation couvrent tous les souhaits, pour l'instant, puisque ça peut changer dans le futur. Les erreurs fréquentes de rédaction, oublier le système, oublier l'acteur principal. On reprend Thomus, on a notre utilisateur étudiant qui vient en cours, qui s'en va, etc. Et puis on a oublié de parler de Thomus, évidemment, on a un souci. Ça c'est assez facile à ne pas oublier. Par contre, oublier l'acteur principal, ça c'est un grand classique. On a notre site web qui fait ceci, qui fait cela, et on a oublié de parler de comment est-ce que l'utilisateur interagissait avec lui.
Trop de détails d'interface utilisateur. Ici, le but, c'est pas de faire de l'IHM, c'est pas de faire de l'ergonomie, c'est pas de choisir la couleur des boutons, savoir si c'est utilisable par un daltonien ou pas. C'est vraiment de décrire quelle est la manière d'utiliser le système. Et normalement, les décisions d'interface, elles doivent découler ensuite des bonnes pratiques de l'interface et des choses qu'on va utiliser le plus souvent. Je reprends l'exemple de mon système de visio. Une fois que je sais que je vais utiliser des adresses IP tout le temps, je sais que j'ai besoin des chiffres et des points. Mettre des objectifs de trop haut niveau, si vous êtes trop vague, vous spécifiez pas grand chose, et inversement, mettre des objectifs de trop bas niveau, ça va pas aller non plus. Intention et contenu qui coïncident pas, évidemment, le nom du use case, ça doit correspondre à l'objectif qui est atteint par le contenu des étapes. Petite aide-mémoire, la petite checklist pour vérifier que vous avez bien écrit les choses correctement. Est-ce que c'est lisible? Est-ce que vous avez des phrases qui sont bien écrites pour décrire chaque étape? Est-ce que vous avez des inclusions de sous-cas quand vous en avez besoin? Qui a la balle? Qui a le ballon? Est-ce que c'est l'utilisateur qui attend quelque chose ou est-ce que c'est le système? Identifier les bons niveaux d'objectifs. L'interface, on s'y intéresse pas pour l'instant, et les deux fins possibles, c'est soit ça a marché, soit ça n'a pas marché, et il faut penser aux deux. Les intervenants, ils ont envie de garantie, ils veulent savoir ce qui se passe quand ils atteignent leur objectif, mais ils veulent aussi que quand les objectifs ne sont pas atteints, ça continue à fonctionner raisonnablement. Ne pas oublier les préconditions aussi, puisqu'il y a des fois où il y a des scénarios qui sont juste pas possibles parce qu'on n'est pas dans les bonnes conditions. Travailler en largeur sur l'ensemble des cas d'utilisation, plutôt que d'en rédiger en super détail 3 et puis ensuite de passer au 4e, écrivez-en plusieurs en n'ayant pas forcément tous les détails et puis revenez ensuite pour avoir quelque chose de cohérent. J'ai parlé de cas d'utilisation et de tests. Voilà un petit exemple. Donc c'est un scénario dont le titre est User sees the welcome message. Et le scénario est dit When I go to the home page, then I should see the welcome message. Est-ce que ça c'est un cas d'utilisation ou est-ce que c'est un test d'après vous? Et si c'est un cas d'utilisation, quel est le chemin pour aller jusqu'à un test? En réalité, ça c'est un exemple que j'ai pris du tuto de Cucumber, qui est un logiciel qui permet de faire des tests. Et donc, ça c'est un mot-clé du langage, ça c'est un mot-clé du langage. Et puis ce truc-là, on va écrire quelque part le code qui correspond à I go to the home page, on va avoir du code. Et puis ce truc-là, ça va être une assertion, I should see the welcome message. Ça va être une assertion qu'on va vérifier. Et donc ce truc-là va devenir exécutable, et on va à la fois pouvoir le montrer au client et lui dire « Est-ce que tu penses que c'est ça la spécification ?» Et à la fois, on va pouvoir le tester vraiment, et du coup vérifier que la spec elle est bien implémentée. Voilà, j'efface mon écran, et donc il est temps de conclure. On continue avec un TD sur la rédaction de cas d'utilisation qu'on aura ce vendredi, et puis d'autres infos sur le site d'Alistair Coburn. Et on arrive à la fin de cette présentation. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt.